Sur un champ de bataille où tous les autres étaient morts, un enfant s'approche et quelqu'un demande s'il est H. La personne demande pourquoi H est là, disant qu'ils lui ont confié le commandement de la région de l'Est. H est gravement battu, mais dit qu'il est là pour l'achever. L'homme blond se retourne et le fixe. H dit qu'il semble que dès le début, il voulait envoyer l'unité d'H comme diversion, juste pour les jeter. Il demande à son père s'il a bien compris. Le blond le regarde et dit « Mon fils idiot, c'était la seule utilité de ta volonté. L'appelant H. Alnemnian, la famille Alnemnian, était la maison martiale la plus puissante du continent, ayant servi de gardien à la famille royale, et son chef était Roderick Alnemnian, le seul possesseur des 7 ailes dans ce pays. Purement par hasard, lorsque le protagoniste était mourant, abandonné dans la neige, cet homme l'a sauvé. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour rembourser cette dette, mais il semble que son talent était complètement inexistant. L'un des enfants lui dit de ne pas être si confiant. Sa volonté est inutile. Sans une marque, il n'avait pas les ailes nécessaires pour prouver sa valeur à son père. Ses ailes étaient littéralement des tatouages d'ailes sur le dos, représentant un pouvoir magique, et il était le seul de la famille sans aucune aile. Son surnom était l'Ailé nul. Malgré cela, il continuait à s'entraîner dur chaque jour, transpirant le visage près du sol. L'enfant se donnait corps et âme, croyant que le dévouement finirait par le récompenser. Il a suivi le chemin de ceux qui compensent le manque de talent par un travail acharné et n'a rien obtenu. Il se cache parmi les arbres, observant l'armée approcher. C'est à ce moment-là qu'il a été frappé par l'embuscade. De retour avec son père, il dit qu'il ne comprend pas. Il l'a suivi et lui a fait confiance jusqu'à présent. Est-ce la réponse qu'il va lui donner? Le blond demande ce qu'un outil s'attendait à être de différent. Son travail est terminé, il est donc temps pour lui de partir. Le protagoniste charge, mais il doit se réincarner pour avoir du talent. Le résultat est donc évident. Il balance l'énorme épée directement vers le cou de son père et l'atteint proprement. Le père ne prend même pas la peine d'esquiver l'attaque de cette chose immonde. Immédiatement après, l'enfant est ligoté par des chaînes, et mon Dieu, quelle brutalité! Ses jambes et ses bras sont coupés. Oui, il hurle de douleur et tombe au sol, tachant tout de rouge. Le pauvre. Même ses frères lui disent de ne pas se monter la tête. Il a fait ce qu'il devait faire, mais quelqu'un sans aile est inutile. Il le fixe, disant que le regarder ramper sur le sol lui convient parfaitement. Le protagoniste demande « Mais si vous alliez me tuer, pourquoi m'avez-vous sauvé? Vous auriez pu me laisser dans la neige. » Le père s'approche et dit qu'il a déjà servi son but depuis le début. Le père voulait le pouvoir des 7 ailes dormant à l'intérieur de ce corps. Le protagoniste ne comprend pas, et l'homme dit que sa mère était utile. Le père dit que cette salope n'était bonne qu'à donner naissance à la semence dont il avait besoin. Après cela, elle est partie et a abandonné le garçon. Qu'il se transforme en glaçon, mais pas avant. Qu'il ne lui donne un dernier coup de couteau. Alors que notre garçon exige que Roderick lui réponde, tout est déjà fini. Seth juste sa petite main dans la neige, disant qu'il fait froid et demandant si c'est ici qu'il meurt. Il a fait tout le nécessaire pour survivre, mais ce n'était pas suffisant. Il se retrouve dans un pur vide de lumière blanche, légèrement chaude, et se demande si c'est le monde après la mort. Une petite tête potelée, il semble que le bébé soit sur le point d'arriver. Il tousse et réalise. Il n'est pas dans le vide. C'est la réalité, mais où est-il? Il remue son orteil et voit que son pied est minuscule maintenant, et sa main aussi. Tout cela le fait ressembler à un bébé. Il réalise alors qu'il est vraiment un bébé, et quand il regarde sur le côté, il y a la mangeuse de rats qui lui a donné la vie. À cela, il semble déjà utiliser une sorte de capacité de détection. Et il entend des hommes à cheval à proximité crier « Nous devons trouver cette salope. Elle n'a pas pu aller loin dans ce brouillard. » Lord Roderick a dit que nous devions récupérer cet enfant. 7. Alors que le protagoniste découvre que rien n'était une coïncidence. Mais attendez, que se passait-il? Il a dit que Roderick veut un bébé, il le cherche, et c'est là qu'il comprend. Il a aussi été trouvé bébé par une nuit enneigée. Est-il par hasard revenu dans le passé? Impossible, ce serait tout à fait unique. La capacité de détection est toujours active,
essaie de se libérer des bras de la femme, sûr que s'il ne sort pas de là, il tombera entre les mains de cet homme. L'enfant utilise tout le mana qu'il a et qui sait d'où il vient. Son petit corps a l'impression de brûler. Il parvient à ramper dans la neige, mais il laisse aussi une trace qui sera facile à suivre plus tard. Il est évidemment difficile de respirer et il sent que tous ses membres brûlent. Il est déjà dans une autre vie, mais la seule chose qu'il puisse faire est de continuer à ramper. Pourtant, il jure qu'il fera quelque chose pour en finir avec ce maudit Roderick. Et c'est là qu'il s'évanouit. Ouf! Il semble que ce petit sac à merde ait réussi à aller assez loin pour que quelqu'un d'autre s'approche. Une fille se retourne, appelle le prêtre et lui dit de jeter un œil à ce petit tas de crottes ici. Une vicomte. Efrid est son nom et il a l'air confus. Il ramasse les 3 kilos de crottes et se demande pourquoi il y a un enfant dans un endroit pareil. C'est alors qu'il remarque que l'enfant a en fait rampé sur une bonne distance. Incroyable. Le gamin a rampé sur une longue distance. Il est fort, ce petit. Dans le chapitre suivant, un autre enfant se demande qui il est et qui est ce bébé, car il semble qu'elle soit venue le trouver, puis il se fait pincer le nez. Aïe, des tonnes d'enfants. Il semble qu'il soit dans un orphelinat ou que le père ait de nombreux enfants. Tous les enfants disent que le petit garçon vient de se réveiller et qu'il ne devrait pas le déranger. Il semble qu'il ait déjà 5 sœurs. Pour l'instant, ce sont des enfants, mais tout le monde va grandir. Le protagoniste est dans les bras d'une des filles. Il peut déjà se dégager et essaye de s'enfuir. Les petites filles arrivent en courant. Attendez, il essaie de s'échapper. L'enfant a activé une aura. Ceste envolé dans le ciel. Que s'est-il passé? Ah, il a perdu le contrôle de son mana et a été projeté loin. Il pense qu'il va tomber. Mais un homme le sauve, disant que ce garçon est étrangement mystérieux. Et puis le protagoniste le reconnaît. Efrid est là, le frère aîné de Roderick, l'homme qu'il a achevé dans sa vie passée. C'est un problème, car il est peut-être dans la maison Hélion. Il sait que cet homme était considéré comme puissant avec ses 2 ailes et est resté aux côtés de Roderick, quelqu'un qui était aussi parmi les personnes qui protégeaient la famille royale. Cependant, il finit par mourir dans une guerre civile, entraînant la chute de sa maison. Alors, ce sont vraiment toutes des filles. Cette maison est pleine de filles. Cet homme semble être une machine à produire des filles. Le protagoniste a la main sur le visage, pensant comment il est possible qu'il se soit retrouvé entre les mains du frère aîné de cette personne, mais maintenant, il est dans les bras de la femme. Et elle veut savoir comment un enfant peut avoir assez de pouvoir magique pour voler comme ça. Puis, elle lui donne un regard doux et un petit baiser sur le front, disant qu'il avait peur. Apparemment, le petit ne fait que regarder, tandis que Efrid a un léger sourire avec sa grande main, disant que ce garçon a un pouvoir immense. Ce tatouage tribal sur son dos le rend plus que clair. Le protagoniste ne comprend pas pourquoi tout cela est sur son dos. C'est alors qu'il se souvient que son père avait dit quelque chose à propos, lui ayant perdu les étoiles, ou quelque chose comme ça. Maintenant il comprend. Cet homme ne l'a sauvé que pour le voler. Le petit enfant est furieux, tandis que la mère regarde son mari et demande « Alors, que faisons-nous de cette Funko Pop ?» Le protagoniste est mal à l'aise. Il ne voulait pas que son pouvoir retombe entre les mains de ces bâtards de cette famille. Il en avait besoin pour se venger. Mais alors, cet homme, Efrid, dit « C'est vrai qu'il va l'adopter comme fils. » Eh bien, c'est facile, n'est-ce pas? Vous découvrez que vous avez un prodige entre les mains. Vous allez devenir riche avec cet enfant qui a 7 ailes sur le dos. Tout le monde l'adopterait. Adoptons ce petit et prononçant la responsabilité. Alors les filles le jettent par terre et il demande si elles écoutaient. Il semble que le père ait cherché à avoir un fils. C'était donc le destin. On ne peut pas le blâmer. L'homme a apparemment 5 filles. Et maintenant, elles sont toutes là, voulant savoir qui est le nouveau venu cette fois-ci. Ah, maman, comment s'appelle la Funko Pop? Elle dit que son nom sera Astérion. Ah, donc dans sa vie passée, son nom était H. Il a changé de nom. 10 ans plus tard, Efrid n'a pas vieilli d'une seule seconde. Il a l'air exactement le même que dans la dernière scène. Nous avons des cheveux noirs qui sortent de la calèche. C'est notre garçon de 10 ans dégageant une aura, tout, en gentleman, les mains derrière le dos. Sort de là, petite grosse tête. C'est l'ancienne, plus petite Funko Pop de toutes. Remerciant Astérion, nous parlons déjà de ce qui va se passer. Le festival de la danse des épées
l'événement annuel de la maison Eliance, un rassemblement social pour toutes les familles nobles, un lieu pour renforcer les relations, mais aussi un lieu pour montrer l'art de l'épée de la prochaine génération. C'est là que beaucoup ont été humiliés et intimidés. Alors qu'ils passent, des hommes parlent. Regardez, ces gars-là sont de la maison de Aifrid. Ils sont venus ici pour se faire humilier. Bande de déchets. J'ai entendu dire qu'ils avaient adopté une Funko Pop. Ce doit être cet enfant bizarre là-bas. Alphine lui dit de ne pas y prêter attention. Dans cet endroit, la faiblesse serait écrasée, quoi qu'il arrive. Elle dit cela, mais il voit qu'elle est toute tremblante. Et Aifrid dit que ceste la position de leur maison en ce moment. Il voulait qu'ils sachent comment ils étaient traités. Il semble déçu. Le protagoniste dit non, ceste le strict minimum pour que les choses soient amusantes. Aifrid rit, disant que ceste bon à entendre. Le protagoniste se souvient de sa vie passée, en tant que disgrâce de cette maison. Évidemment, il y était humilié chaque année. Ceste un lieu de souvenirs amers. Mais maintenant, l'enfant a le tatouage sur le dos et le jour de la vengeance est venu. Là-haut, dans une petite fenêtre, regardez qui ceste. Thorn 1 et 2, les bâtards qui lui ont coupé les bras et les jambes, et le petit protagoniste est impatient de faire un début spectaculaire à l'événement. Un échange honnête se déroule au milieu de l'arène. À une époque où les chevaliers régnaient en maître, il était crucial d'avoir force et grâce. La force était montrée par l'art de l'épée et la grâce par la reconnaissance. C'est pourtant un festival de danse. Les hommes sont à l'attaque. Tous deux se précipitent. Le protagoniste dit que le secret pour avoir à la fois la force et cette soi-disant grâce est l'énergie sur la lame. Puis, l'homme frappe et brise l'épée de l'autre. Évidemment, nous parlons des petites ailes dans sa main. Oh, il les a dans sa main. Je pensais que c'était seulement sur son dos. Alphine est là, disant que, ceste impressionnant comme toujours, c'est pourquoi les autres sœurs n'ont même pas voulu venir. Ce qui signifie qu'elles ne se montreront que pour flatter. Les protagonistes est un peu abattu, se souvenant de l'humiliation routinière lorsqu'il participait à des duels à l'épée et que son épée se brisait parce que les épées des autres étaient plus solides. Mais dans cette vie, tout a changé. Alphine demande ce qui se passe. Il est nerveux. Elle comprend. Mais il doit se calmer. C'est son premier festival de la danse des épées. Mais il sourit, disant qu'il se sent nostalgique. À ce moment, Aifrid dit qu'il doit s'absenter pour la réunion des adultes. Il laissera donc Alphine à ses soins. Elle dit à son père d'arrêter d'inventer des choses. Elle est plus âgée qu'Astérion. C'est elle qui s'occupera de lui. Et Aifrid dit « Petit fou, cet endroit est plein d'enfants de ton âge. Alors va créer des liens. Fais du réseautage. Je t'ai ramassé dans la neige parce que tu es un prodige. Hein? Ne laisse personne découvrir que tu as cette aile, ou ils voudront te tuer, mon garçon. » Le protagoniste dit que ceste bien qu'il les ait prévenus. Mais il est regardé de tous les côtés. Il sera difficile de socialiser dans une atmosphère aussi hostile. Il s'éloigne et laisse immédiatement derrière lui la sœur dont son père lui avait dit de s'occuper il y a 10 secondes. Il dit qu'il va se faire des amis. Deux faibles sont assis là sur le canapé. Et le roux demande qui il est. Le protagoniste dit que c'est un plaisir de rencontrer le frère Darius. Il s'appelle Astérion Hélion, le jeune frère. Il l'a vu de loin et est venu le saluer. Le roux rit un peu. C'est donc cet idiot adopté, vous savez, trouvé dans la neige. Pauvre comme Job. L'homme se moque déjà, disant que c'est fou de donner le nom de famille à quelqu'un comme lui. Le protagoniste se souvient très bien, qui sont Darius et Grillon, les deux fils légitimes de cette maison, et les deux faibles qui l'ont tué dans sa vie passée. Dire qu'il avait peur de ces deux-là. Au final, c'est indéniable, ce ne sont que des enfants qui se font passer pour des adultes. Puis, Alphine l'appelle et dit que ça suffit, il a déjà salué, il est temps de partir. Mais maintenant, son ennemi apparaît, n'est-ce pas? Quelqu'un appelle Alphine. Ah non, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Beste le roux. Et il dit qu'apparemment, elle ne se cache pas derrière son père aujourd'hui. Alors, et si elle commençait à les divertir là-bas? C'est un ordre de la maison principale. Fine, cependant, n'a pas peur. Elle dit qu'il n'y a pas de relation maître-serviteur entre les maisons. Alors elle refuse. Elle tire les protagonistes et lui dit de partir. Il est refusé, mais voyant comme elle tremble, il décide de partir. Alors, le roux demande s'il connaît l'histoire selon laquelle leur père
n'a pas pu protéger le roi, même s'il était chevalier. Et à cause de cela, son frère a dû lui couper le bras. Heureusement qu'il n'a pas une lignée aussi sale que la leur. C'est alors qu'Alphine en a eu assez. Elle va là-bas pour frapper l'homme et waouh, lui crache du vin au visage, mon Dieu. Elle reste là tandis qu'il dit que son père doit être déçu d'avoir une fille sale qui ne pourra même pas transmettre les titres. Ce sont deux idiotiles, pensent que cet endroit est une salle de danse. Personne n'est là pour se faire des amis. Le protagoniste le réalise, bon sang. Il s'était vraiment trompé en venant ici. Il imaginait que, puisqu'il avait déjà été adulte, voir les visages de ses enfants ne le rendrait pas furieux. Mais ce n'était pas le cas. Il attrape une bouteille de vin de l'homme à côté de lui, lance en l'air et dit à Darius attrape. L'homme l'attrape un peu par surprise pour qu'elle ne le frappe pas au visage. Et paf, le protagoniste tranche, éclaboussant, vin sur la tête de l'idiot. Il ne comprend pas. Le protagoniste passe sa main sur la lame et la lèche, sans absolument aucune raison. Mais il accumule de l'aura, puisqu'il l'a goûté, il sait que c'est du jus de raisin, et dit que cela convient aux enfants comme eux. Puis nous revenons soudainement 3 ans en arrière avec le protagoniste explosant aura, tandis que son père lui dit de se calmer. Veut-il tuer ses sœurs ou quoi? Calmez-toi, protagoniste. Les filles sont toutes là, sous le choc. C'était apparemment le moment où il a activé le pouvoir des 7 ailes. Vicomte Eyfried avait même peur. Il perdait espoir que ce garçon puisse le contrôler. Juste à ce moment-là, nous sommes de retour à la danse. Et un homme ouvre la porte en disant qu'un désastre est arrivé. L'homme à gauche demande ce que c'est. Ils sont au milieu d'une réunion importante. Puis l'homme dit qu'un garçon a défié la maison principale en duel. Il dit le William et lui et l'homme là-bas ne comprennent pas ce qui sait se passer. Maintenant que je remarque, il n'a vraiment pas de bras. Il est là, l'air imposant, avec cette veste sur l'épaule. Et puis, Alphine entre en hurlant, désespérément, demande ce qui s'est passé. L'ancien barbu est cependant excité, disant que c'est formidable de voir un combat entre frères comme celui-ci. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Selon le résultat, le successeur et le vainqueur du festival de danse pourrait être décidé là même. Darius lève la main, montrant les 4 ailes, disant que l'enfant est un idiot de chercher querelle à la famille principale. Tout le monde est impressionné. Oh mon Dieu, il a 4 ailes, il est si puissant. Il dit au garçon d'avancer et de montrer son potentiel. A-t-il peur de l'humiliation qu'il est sur le point de subir? Le protagoniste dit que celui qui devrait avoir honte est Darius, faisant le grand juste parce qu'il a une marque sur la main, au lieu de réellement montrer son pouvoir dans le combat, et il le prévient, s'il gagne, le garçon devra s'excuser auprès de sa sœur. Darius dit d'accord, mais si le résultat est différent, à partir de maintenant, Astérion sera son chien. Il charge, disant que le garçon sera traité comme une ordure pour le reste de sa vie, et attaque le protagoniste qui parvient à se défendre et est repoussé. Pourtant, l'épée de Darius tremble un peu. Darius dit qu'aujourd'hui, il apprendra la différence de pouvoir entre ceux choisis par les dieux. Finn appelle le protagoniste, tandis que l'ancien barbu dit qu'il est indéniable que l'art de l'épée de Darius est encore assez mauvais. Mais aussi mauvais soit-il, il a assez de pouvoir magique pour compenser. Si une aile représente une bougie allumée, alors à partir de 4, vous avez essentiellement une explosion de mana. Et Darius dit « Où est cet esprit d'avant, mon ami? Tu n'allais pas me faire m'excuser, ou n'était-ce que des paroles ?» Il va lancer cette double attaque d'en haut, par derrière. L'ancien corpulent est sûr que le combat se termine là. Darius l'atteint proprement, mais le protagoniste parvient toujours à bloquer. L'homme est sous le choc. Maintenant, elle, enfant, devient sérieux. Les yeux mi-clos, il dit que Darius parle trop, le repoussant. Au cours de ses 10 dernières années dans cette maison, apprenant à utiliser la magie, il a attendu la chance parfaite de se venger. Et maintenant, c'est lui qui attaque. Énorme coup de taille. Darius ne peut pas supporter le coup puissant du protagoniste et boum, tombe à genoux, tandis que notre garçon maintient la pression, la lame presque sur son visage. Le roux ne peut pas comprendre comment il est sous pression alors qu'il a 4 ailes. Les protagonistes gardent ses regards d'acière, tandis que tout le monde autour est déconcerté. Darius était complètement vaincu. Comment cette maison ruinée pouvait-elle
avoir quelqu'un comme lui. Pendant ce temps, Eyfried pense que cette situation est terrible. Le protagoniste se souvient que cet homme lui a coupé le bras. Va-t-il le refaire? Il continue d'augmenter son aura. Des gens au loin crient de ne pas le faire. L'ancien barbu est impressionné. Et puis, boum, un morceau d'épée tombe au sol. Le protagoniste a brisé l'épée de Darius en deux et lui a dit de ne pas se chier dessus la prochaine fois. Puis il se tourne et dit qu'il n'est plus hache sans elle. Finn le regarde, toute heureuse, tandis qu'il pense qu'il a au moins pu exprimer un peu de sa haine. Mais alors, de nulle part, il ressent cette faiblesse soudaine. Le véritable adversaire apparaît au-dessus. Quand il regarde, la bête le fixe, se maudit Roderick. Tout le monde dans l'arène dit qu'il est incroyable qu'un garçon de cette sale famille ait battu quelqu'un de la maison principale. Et cela pourrait être le pire des résultats, car maintenant, ils ne resteront pas silencieux. Le protagoniste panique, alors que le chef de famille s'approche, il jette une ombre sur le garçon, fixe, tandis que le protagoniste reste sérieux. Darius, quelle humiliation, se lève tout tordu. Père, c'était cet homme. Papa, aide-moi. Il m'a frappé. Et évidemment, que se passe-t-il? Son propre père lui transperce la main avec l'épée. Tout le monde dans l'arène est surpris alors que Roderick dit qu'il est une disgrâce. Que fait-il? Traîner le nom de la famille dans la boue. Quelqu'un qui ne peut même pas prendre soin de lui-même. Eyfried essaie d'intervenir. Roderick arrête ça. Mais l'homme dit que ce garçon n'a pas le droit de porter une épée. Le coup de taille arrive. Mais alors, mon Dieu, le protagoniste s'interpose. Êtes-vous un idiot? J'espère que vous intervenez parce que vous voulez tuer. Ne venez pas me dire ça. Il ne savait rien. Oh non, attendez. Le protagoniste dit que cet homme ne cesse toujours pas excusé auprès de sa sœur. Donc cette punition devra attendre plus tard. Bon sang. Roderick dit que le garçon ferait mieux de se souvenir qu'il est un orphelin. Pensait-il qu'il appartient à cette famille? Le protagoniste dit qu'il est le fils du vicomte. Oui. Et quand vous jugez un chevalier, quel est le poids qui décide de sa valeur? Il a dit cela, sous-entendant que c'est une question de force, n'est-ce pas? Roderick regarde Eyfried Lahau du coin de l'œil, puis il dit que c'est bon. Ainsi, un membre de cette famille, et le fils d'un vicomte, vient de blesser la maison principale. Au moment où cela s'est produit, ce n'était plus un jeu d'enfant. Rappelons-nous que l'homme a défendu l'attaque et s'est pissé dessus. Il n'a pas porté de coup. Roderick, il le prévient qu'il ferait mieux de se souvenir que son père a perdu un bras à cause de cette déloyauté. Comment va-t-il payer pour cela? Le protagoniste, cependant, répond que, avec tout le respect dû, ce n'était pas un jeu d'enfant. C'était un duel formel. Il était là pour répondre aux insultes faites à sa famille avec son épée. N'est-ce pas lui qui vient de dire à Darius que quiconque ne peut pas protéger son nom avec une épée est une disgrâce? C'est pourquoi il n'acceptera pas qu'on lui coupe même un seul doigt. Les hommes là-haut disent que quelque chose ne va pas avec cet enfant de 10 ans, n'est-ce pas? Il ressemble à une personne réincarnée qui a vécu toute une vie, souffert et est revenu. Puis Roderick lui lance un dernier regard dur, se retourne et dit qu'il comprend. Alors, il ferait mieux de se préparer. L'enfant est allé se préparer pour de vrai et une énorme épée arrivait déjà. Mais alors, il a été projeté par quelque chose. Piri est sous le choc. Le père crie, mais quelqu'un arrive, c'est Eyfried, il entre et l'homme bloque sans même regarder. L'homme a fait un double coup de pied là, a atterri devant, a couru aider le protagoniste et a demandé s'il allait bien. Mais bon sang, il a encaissé l'enfant. Encaisser est un mot fort, n'est-ce pas? Comme s'il n'avait pas été complètement anéanti, et il a toujours un battement de cœur. Roderick jette un coup d'œil, se retourne et s'éloigne. Tandis que Darius s'éloigne en boitant, tout tordu, puis l'enfant a un vertige complet, s'évanouit presque, mais il le rattrape. Le garçon essaie maintenant d'accumuler de l'aura, disant « Père, j'ai protégé le nom de notre famille et tous les nôtres. » Et il répond « Mon garçon, oui, tu as été brillant. » C'est littéralement ce qu'ils ont dit. Pendant ce temps, Roderick monte les escaliers et l'ancien barbu dit « Quelle attitude enfantine, Roderick. Tu as frappé un enfant et en même temps, tu as laissé un enfant ruiner la réputation de ton fils. Sans compter que c'est la première fois que je vois ce garçon et il t'a défié et a même battu la famille principale. Il a vraiment une sacrée prestance. » L'ancien corpulent dit qu'il avait peur.
Il pensait que Roderick allait couper tout le monde en deux la même. Mais le chef de famille dit que des temps difficiles arrivent et qu'ils ont besoin d'une forte tempête pour diviser le monde en deux ou trois. Ce qui signifie que la petite force du protagoniste n'est-ce pas une raison suffisante pour tuer l'enfant juste à cause de cela. Voici, chapitre suivant. Tout le monde est sous le choc, paniqué, et l'enfant jette tout le monde au loin. Un homme dit qu'il est impressionnant que le jeune maître Astérion puisse se battre comme ça. Des hommes, à côté de lui, disent que c'est étrange. Comment cet enfant a-t-il 10 ans? Un autre dit j'ai entendu dire qu'il avait vaincu le fils de Roderick. Il l'a fait se chier dessus dans l'arène. Pendant l'entraînement, le protagoniste nous dit qu'au festival de danse, il a réussi à montrer son pouvoir et a commencé à se faire un nom. Cela fera taire certaines voix qui veulent humilier la famille de Hayfried, mais il ne peut pas oublier qu'au final, son but est de détruire cette famille. En même temps, évidemment, il est curieux de savoir à quel point il pourra devenir fort maintenant qu'il est né de nouveau. Surtout considérant qu'il a failli exploser à cause d'une des attaques de Roderick, donc il n'a aucune chance du tout. Au final, la marque n'était qu'un indicateur de la distance que l'on pouvait parcourir. Même s'il a beaucoup de mana interne, il ne peut pas réellement l'utiliser. Il bat un autre homme à l'entraînement et tout le camp est en effervescence. Quelqu'un dit que chaque jour, il aime attirer l'attention. C'est Alphine qui dit qu'il ne sait vraiment pas se contrôler. Elle le prévient que Père l'appelle et puis il commande sa tenue, disant qu'il est rare qu'elle porte quelque chose comme ça. Elle dit qu'elle n'aime pas ça parce que ce n'est pas mignon. Elle dit que l'équilibre est ce qui compte le plus. Et en la voyant se battre, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas rester comme ça tout le temps non plus. Quand il reviendra, il devra l'accompagner un moment. Il lui dit d'attendre car il doit d'abord aller régler ce qui se passe avec son père. Puis il arrive et Hayfried dit « Alors, quoi de neuf? Mon garçon, voici la chose. Cela fait maintenant 10 ans que tu es dans la famille et le moment est venu. Je m'attendais à ce que tu grandisses un peu plus, mais voici la preuve que tu seras le prochain chef de famille. » En gros, il le nomme successeur, futur vicomte, et il est bon qu'il comprenne à quel point cette position est délicate. En tant que membre de cette famille et seigneur d'un territoire, il y avait beaucoup de choses à protéger. Et Hayfried ne peut pas laisser le siège du successeur vide pour toujours. Notre garçon veut savoir si ses sœurs sont d'accord avec cela. Il dit qu'elles reviendront de l'Académie des Chevaliers dans 3 jours, et c'est alors qu'il officialisera. Waouh! La rousse s'appelle Malfa, et la blonde s'appelle Kudo. Mon Dieu, quel nom horrible. Le protagoniste dit que si c'est le cas, il est sûr que cette Kudo va être furieuse. Elle le déteste juste parce qu'il est un homme. Comment cela a-t-il un sens? Et évidemment parce qu'il a les 7 ailes. Il se lève, disant qu'il ne peut pas accepter cela. Il peut à peine contrôler son propre mana, et c'est un homme inexpérimenté qui a failli tuer sa propre sœur. Il ne se sent pas confiant qu'il soit possible de les convaincre. Hayfried sourit un peu et dit qu'il a toujours douté que l'enfant Funko Pop soit vraiment un enfant. C'est exactement pourquoi il savait que ce serait la réponse, et voici le vrai cadeau qui va lui plaire. Le petit protagoniste est surpris. L'homme lui a donné une épée follement énorme. Elle a l'air un peu petite dans cette boîte, n'est-ce pas? Ou est-ce que je me trompe? Eh bien, je ne sais pas si vous aimez les couteaux, mais bon, n'est-ce pas? C'est ce qui compte. Il dit que cette chose a le pouvoir de contrôler les 7 ailes, c'est l'épée dévoreuse de magie. Dans la forêt, le protagoniste demande « Hé, papa, tu n'aurais pas pu me montrer la grande épée là-bas? Pourquoi sommes-nous venus jusqu'ici » Il répond que c'est une précaution. « Ah, parce que la dernière fois, il a presque détruit toute la maison. » Puis il dit « C'est l'épée légendaire grand. Une lame transmise de génération en génération. Et c'est comme une toute petite épée. » Quoi? Vous vous moquez des gens avec de petites épées? Ce qui compte, c'est l'habileté, et en plus, celle-ci est assez grande pour faire son travail quand elle entre dans un corps, n'est-ce pas? Oui. Ah! D'accord, tout est expliqué. Il plaisante, mais c'est, parce que c'est vraiment une grande épée brisée, et le père dit, regarde, elle semble brisée, n'est-ce pas? Mais si tu y mets de la force, elle grandit. C'est une lame qui change de forme selon la magie de l'utilisateur. Bon sang, l'homme a tiré un Kamahama et a déchiré toute la forêt. C'est un peu surpuissant, n'est-ce pas?
Le mauvais côté de cette épée est que si votre mana est un peu faible, elle vous draine, et vous vous retrouvez plus épuisé qu'avec une autre. C'est pourquoi Ceste une lame infâme. Maintenant, viens ici, mon garçon, prends cela. Le petit protagoniste la prend, comme attendez, V. Je veux vraiment mettre mon mana dans cette chose. L'énergie commence immédiatement à s'accumuler autour d'elle, créant ce Kamehameha. Il réalise que, étrangement, l'épée tire maintenant son mana et il n'a rien à faire. Puis de loin, les chevaliers voient une énergie traverser le ciel. L'un d'eux demande « Qu'est-ce que ça? Une comète est-elle tombée ?» Ils ne comprennent pas vraiment, mais Alphine est sûr. Il semble que ce soit la réponse d'Astérion. Le petit protagoniste dit « Papa, cette épée est exceptionnelle. » Ce à quoi il répond que ce qui est exceptionnel, c'est le talent du garçon, et il avertit que personne dans cette famille n'a jamais eu cette aile. S'il maîtrise ce pouvoir, un jour, il surpassera même Roderick. Évidemment, c'est exactement son but, mais son père avertit qu'un grand pouvoir s'accompagne de grands conflits. Au moment où ils découvriront que le garçon a 7 petites ailes, Ceste, alors que tout le monde le haïra et le convoitera. Certains essaieront de le poignarder dans le dos, et s'il ne veut pas regretter sa propre faiblesse, quand ce jour viendra, il doit devenir plus fort et plus rapide. Le petit protagoniste lui prend la main et accepte. Il ne veut pas vivre misérablement comme il l'a fait dans sa vie passée. Il remercie son père et dit oui. Il maîtrisera les 7 ailes et 7 épées. 3 jours plus tard, la mère les accueille. Kudo et Malfa sont de retour. Et Kudo se présente, disant que cette jeune servante est rentrée chez elle. Maintenant, elle veut savoir où sont les adorables petites sœurs. Les autres là-bas, ils ne connaissent même pas encore leur nom, et ils courent les embrasser. Puis elle s'accroche aussi à cette Malfa, disant qu'elle se fâche contre Kudo parce qu'elle leur ébouriffe les cheveux. Elle est là, les bras croisés, disant qu'elle ne fait pas ça jusqu'à ce qu'elle regarde sur le côté et voit Alphine. Puis elle court et l'embrasse, commence à lui ébouriffer les cheveux, à les tripoter et à lui donner des baisers. Mais alors Malfa regarde autour d'elle et demande où est Astérion. La mère ne semble pas très excitée quand elle est sur le point de dire quelque chose, et pendant ce temps, dans la forêt, des explosions retentissent. Depuis que le petit protagoniste a compris comment faire grandir la grande épée, elle, enfant, ne s'arrête pas une seconde. Toute la forêt est dévastée et Kudo apparaît en disant qu'il se pousse trop fort. Et elle veut savoir pourquoi il n'est pas allé la saluer. Était-il occupé ou trop froid? Ou pensait-il qu'il est si spécial maintenant qu'il ne se soucie même plus d'elle? En parlant de ça, elle a entendu parler de ce qui cesse passer au festival de danse. Toute l'académie prononçait le nom du garçon et elle est sûre que leur père est fier. Le protagoniste dit que pendant ce temps, elle servait dans d'innombrables missions et s'entraînait. Il semble qu'elle ait été la seule chevalière à recevoir un titre de platine. Elle répond que oui, évidemment, c'était le strict minimum pour qu'elle puisse hériter de la position de leur père. Et c'est de cela qu'elle est là pour parler. Elle a découvert qu'il avait refusé l'offre d'être le successeur. S'inquiétait-il de lui faire de la peine? L'enfant se demande pourquoi quelqu'un a dit ça à cette bâtarde. Mais il dit que ce n'était pas son intention. Il pense qu'elle est plus qualifiée. Kudo dit qu'il sait que c'est son rêve, mais il est toujours cruel. Le protagoniste ne comprend pas vraiment et elle balance son épée et détruit un arbre. Comme si elle essayait de se montrer n'est pas, mais elle a essentiellement détruit toute la forêt. Il veut savoir pourquoi elle l'a attaquée, pourquoi elle agit comme ça. Elle dit que maintenant, il va devoir montrer à grande sœur ce qu'il a fait tout ce temps. Ils vont avoir un combat sérieux. Il lui dit d'attendre. Il n'a pas maîtrisé l'épée. Elle dit juste que sur le champ de bataille, personne ne s'en souciera. Un chevalier doit toujours être prêt à se battre. Alors, s'il n'agit pas, il va être détruit tout de suite. Et elle saute. Il semble qu'elle le prenne vraiment au sérieux. Le protagoniste doit activer la grande épée, disant qu'il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Il devra prendre cela au sérieux. Elle arrive sur lui avec une sorte de mana tourbillonnant et je ne sais pas ce qui va se passer car le chapitre est terminé. Boum, il y a un tas d'explosions dans la forêt. Cette pauvre petite forêt, n'est-ce pas? Les gars, allons dans un champ vide ou quelque chose. Elle est excitée, disant que son escrime est toujours aussi affûtée. Imaginez qu'il puisse se défendre contre quelqu'un qui est déjà passé par l'académie, mais en même temps, elle veut savoir quel genre d'embarras il appelle une épée. Il ne connaît même pas les bases de la gestion de son propre mana, et elle le projette loin.
L'enfant se fait vraiment battre. Et Detsir Kudo i far fort. Mais elle a toujours été comme ça. Puisqu'il était le seul homme et probablement celui qui succéderait au trône d'une certaine manière, elle était toujours sur son dos. Tout ce qu'elle considérait comme déshonorant ou mauvais, elle le poursuivait pour le battre, en quelque sorte, pour lui donner une leçon. D'une certaine manière, elle est son ennemi naturel. Et voici avec un autre énorme barrage, le forçant à activer la grande épée, disant que cela rend plus qu'évident qu'il n'est pas digne d'hériter de cette maison. De loin, Malfa regarde et dit « Papa, est-ce vraiment bien de laisser ces deux-là comme ça ?» Il dit que le pire des scénarios est que quelqu'un meure, mais il est sûr que cela n'arrivera pas car ce sont de bons rivaux. Ils sont insouciants, mais ils n'iront pas aussi loin. Malfa dit qu'elle espère qu'il a raison, mais elle veut savoir pourquoi ils ont été rappelés de l'académie. Elle sait que ce n'est pas à cause de la discussion sur le successeur. Il dit non. Puis il va à un tiroir et en sort une lettre disant qu'ils sont convoqués par la famille principale. Il semble que la branche principale de la famille veuille voir ses petits-enfants, pour ainsi dire. Au pire, il pourrait finir par perdre Astérion. Le protagoniste dit à Kudo d'arrêter d'être ridicule. Pourquoi parle-t-elle de succession maintenant? Il a déjà refusé et elle répond que c'est exactement ce qu'elle n'aime pas. Et lui porte un autre coup énorme. Le protagoniste avait l'impression qu'elle était une sorte de troll balançant une massue, mais l'enfant a ce style. Un petit mouvement de la main, il finit par dévier son attaque et il arrive par derrière, disant qu'il en a assez de juste écouter. Elle rit et dit qu'il doit être fatigué de fuir. Son contre-attaque était inutile, car au final, c'est lui qui a été projeté loin, tout ensanglanté, fuyant, et elle dit que les pires combattants de haut niveau sont ceux qui ne peuvent utiliser que leur épée. C'est un peu mieux si au moins vous pouvez utiliser la magie. Mais si vous voulez être au sommet, vous devez maîtriser les deux. Puis il dit « Regarde, grande sœur dit qu'elle est déçue ». En théorie, la différence de Mark et Dyle représente la force que quelqu'un peut avoir. Normalement, pour chaque aile, vous êtes 3 fois plus fort que l'étape précédente, ce qui signifie qu'elle, qui n'a que 5 petites ailes, et 2 étapes en dessous de lui. Et même ainsi, il perd tous les concours de force. À la dernière seconde du combat, il a choisi d'arrêter d'utiliser le mana et de passer à l'escrime. Il n'a vraiment aucune confiance en le pouvoir qu'il possède. Ou peut-être a-t-il peur que ce qui s'est passé l'année dernière ne se reproduise. Le protagoniste est là, pensant, bon sang, il vient de se faire complètement réprimander. Ce qu'elle a dit a en fait du sens. Peut-être avait-il peur du pouvoir des 7 ailes, quelque chose qu'il n'avait même jamais envisagé. Se pourrait-il que, inconsciemment, il se limite d'une manière ou d'une autre. Peut-être que la raison pour laquelle son épée est si instable est qu'il essayait de supprimer sa magie. Kudo dit qu'il a tout ce dont elle a un jour rêvé. Et c'est pourquoi Syl va être arrogant et laisser son talent disparaître sans que personne ne le remarque, alors il ne le mérite pas. Il l'attaque à nouveau, mais maintenant, le protagoniste tranche l'air et l'arrête, est impressionné, disant que, maintenant, il a frappé de toute sa force. Le protagoniste dit que, grâce à elle, il s'est enfin réveillé. Mais quand elle regarde devant, il charge avec son épée désactivée. A-t-il manqué de mana à ce moment, même si elle n'a que 5 LC, qui lui est impossible de le battre? Pour la première fois, elle voit une chance. En même temps, le protagoniste pense qu'à 7 secondes, il va utiliser toute son énergie et créer un impact instantané. Ah, je ne comprends pas. Tout ce désordre s'est produit, mais elle s'est juste défendue et a dit qu'il avait en fait pensé à quelque chose d'intelligent. Puis le protagoniste dit « Cette seconde vie que j'ai reçue, je n'ai aucune intention de gaspiller quoi que ce soit. Ce pouvoir, son épée, sa famille, tout. Parce que ce sont toutes des choses que je n'aurais jamais pu obtenir. Oui, il a révélé qu'il a une autre vie. Et elle dit « Seconde vie, qu'est-ce que tu veux dire ?» Le garçon vient de dire qu'il est le réincarné, de nulle part, et s'est précipité. Autant la frapper au milieu de la tête pour qu'elle s'évanouisse et oublie. Regardez, il est allé balancer son épée, mais à la dernière seconde, il a annulé sa lame, donc son attaque n'a rien fait. Avec cela, l'épée est juste passée à travers, et il s'est glissé en dessous et l'a frappé à l'estomac, comme s'il allait tuer sa sœur, n'est-ce pas?
Mais nous sommes au chapitre suivant, eh bien apparemment ça a fait mal. Juste parce que, je l'ai dit, n'est pas. Elle s'est réveillée, confuse dans sa chambre. Le protagoniste a utilisé le classique coup sur la tête pour faire oublier. Elle est confuse tandis que Malfa dit qu'elle est restée évanouie longtemps. Elle se lève aussitôt, voulant savoir ce qui s'est passé dans le combat. Qu'est-il arrivé à Astérion? Malfa dit qu'il l'a ramenée ici après le combat. Il a dit qu'elle s'était évanouie au milieu de leur combat. Rien de grave. Il semble que ce n'était que de la fatigue ou quelque chose. Kudose n'est pas qu'elle a été battue. C'est ce qui s'est passé. Ce qui est étrange car à cette dernière seconde, elle était sûre qu'il était sur le point de lui ouvrir le ventre. Évidemment, il a désactivé la lame. La seule chose qu'il a atteinte était un résidu de sa magie. Il n'a jamais soupçonné une seconde qu'Astérion la tuerait. Mais à ce moment-là, elle a eu vraiment peur de mourir. Elle pense tout cela, mais elle sourit. Puis elle attrape son épée et veut savoir où est Astérion. Elle n'accepte pas ce résultat. Pas question. Cette fois, elle ira à fond du début à la fin. Mais Malfa avertit que malheureusement, il est parti. Elle demande où et sa sœur explique « Il semble qu'il ait été convoqué par la famille principale. Lui et son père sont partis il y a quelques heures. Elle est furieuse, disant qu'elle n'était pas au courant. Pendant ce temps, le petit protagoniste est dans sa calèche. Eyfried avertit le protagoniste que les anciens qu'ils vont rencontrer aujourd'hui sont ceux qui soutiennent la famille depuis l'ombre. Les vieilles têtes, les autres familles et les personnalités influentes. En gros, un tas de retraités qui ont encore une énorme influence. Les souverains des ombres, des gens qui n'ont montré aucun intérêt pour notre garçon quand il a été adopté. Mais après sa performance, étrangement, maintenant ils veulent le rencontrer. Le protagoniste dit que c'est évident que c'est à cause du résultat du festival de danse. C'est parce que cette famille valorise le prestige plus que l'argent, la vie ou toute autre chose. Et ceux qui salissent ce prestige, mon garçon, sont jetés au loup. Vicomte Eyfried demande au garçon « Petit fou ou as-tu entendu cette histoire ?» Funko Pop. Il dit qu'il l'a entendu par-ci par-là. Rien de spécial. Quoi qu'il en soit, il est préparé à une exécution privée où Alexis ne peut pas démontrer son pouvoir. Eyfried demande s'il va vraiment bien, s'il comprend que quelque chose comme ça pourrait arriver, comment il peut partir sans même dire au revoir. Il dit que c'est bon, il avait déjà prévu de partir dès leur arrivée, si quoi que ce soit, c'est même mieux, parce que Kudo ne sera pas sur son dos. Mais grâce à elle, il a aussi réussi à comprendre comment il est censé utiliser cette épée correctement. Et il a le sentiment qu'il a enfin commencé à comprendre comment fonctionne le pouvoir de cette aile. Son père n'a pas à s'inquiéter, il est prêt à survivre seul. Mais à ce moment-là, la calèche commence à trembler. Je pensais que ce serait un ennemi, mais c'est Kudo avec sa tête dedans, lui disant de l'attendre. Il monte, disant qu'il est bien trop cruel de partir sans dire au revoir à grande sœur. Elle a découvert qu'il était convoqué à la salle des grands anciens. Ni elle, ni Malfa n'ont été appelés une seule fois. Mon Dieu, son vrai nom est Kudri Avuka. Encore pire. Et le père dit qu'elle doit comprendre qu'elle ne peut pas être emmenée là-bas. Elle s'assied et dit qu'elle comprend cela parfaitement. Mais ils doivent se souvenir qu'une convocation comme celle-ci exige de la prudence. Malfa a dû le prévenir qu'il y a une chance qu'Astérion ne revienne jamais. Le protagoniste dit qu'il exagère. Il va juste avoir une petite conversation. Elle, cependant, lui dit d'écouter. Elle le déteste complètement. Elle le déteste parce qu'il est un garçon. Elle le déteste parce qu'il a cette aile. Et elle déteste la façon dont il est traité spécialement. Et elle déteste encore plus le fait qu'il ait le culot d'être plus fort que sa sœur aînée. Et comme il aime agir comme un adulte. Mais même en le haïssant de toutes ces manières, il reste de la famille. Et même s'il veut agir comme s'il était au-dessus de tout le monde, il est toujours le petit jeune frère. Alors il ferait mieux de revenir vivant pour qu'il puisse avoir une revanche. 1. Cela ressemble au genre de discours que quelqu'un prononce juste avant de mourir. Hein. Je reviendrai, ma sœur. Puis il réalise. Oh non, elle a été tuée. Là, au revoir, ma fille, tu vas mourir. J'avoue que je respecterai l'auteur Syl avait le courage de simplement tuer la fille. Les portes s'ouvrent. Ils accueillent Eyfried et disent que les anciens les attendent à l'intérieur. Les hommes les encerclent de tous les côtés. Il dit que ce n'est pas nécessaire. Il connaît le chemin. Les chevaliers, cependant, disent que ce n'est pas permis. Ils ont reçu l'ordre de les escorter strictement. Il est plus qu'évident qu'ils n'ont pas été appelés là pour choyer le garçon. Mais en même temps,
le petit protagoniste se sent nostalgique de rentrer chez lui, marchant dans les couloirs qui sont soudainement devenus lumineux. Le père continue de parler, le garçon se souvient que ce n'est pas un endroit pour perdre son sang-froid. Quoi qu'ils te disent, garde ton calme. Il dit que cela dépend de la façon dont les vieux agissent. Le père dit qu'il est fichu, s'il pense comme ça, il causera un désastre. Le petit protagoniste regarde sur le côté, voyant tout le monde s'entraîner. Le père dit quelque chose sur le fait d'être prudent, mais il est distrait en regardant les combats. Puis ils lui remettent l'épée et l'homme lui dit encore une fois de rester silencieux et calme. La porte s'ouvre et quelqu'un annonce que Lord Aifrid et son fils sont arrivés. Quelqu'un à l'arrière dit qu'il a enfin montré le bout de son nez après 10 ans. Mon petit fil, Aifrid, s'agenouille, saluant le chef numéro 6. Ou maintenant, le grand ancien. Le petit protagoniste fixe alors l'homme qui est derrière tout dans cet endroit. La plus grande ombre de la famille, connu sous le nom de Zénis. Et à ses côtés, toutes les personnes puissantes qui ont de l'influence sont là. Il reconnaît quelques visages du festival de danse, Maïs ou Est Roderick. Il dit tout de suite que la personne qu'il cherche n'est pas dans cette pièce. Il est le chef des chevaliers qui servent directement la famille royale. Il n'a pas le temps de s'occuper de choses triviales. Il appelle ça trivial, mais il y a environ 40 personnes dans cette pièce. Le protagoniste pense que, dans sa vie passée, il était si sale au sein de cette famille qu'il n'avait même jamais vu le visage de ce vieil homme. Pourtant, il est sûr que si tant de dirigeants sont là, quelque chose se passe. Puis Aifrid lui dit d'expliquer quelles sont ces trivialités qui les ont amenés là. Zéni dit qu'il devrait déjà pouvoir deviner. Son chien a causé un désordre au festival de danse. Le protagoniste avait déjà compris que c'était ça. Et Aifrid dit que s'il parle du problème avec Roderick, il est déjà résolu, mais Zénis dit que ce n'était rien de plus qu'une performance pour le public. Cela ne change rien au fait que le nom de cette famille a été sali. Le simple fait qu'ils aient introduit un enfant adopté dans cette famille était déjà une erreur. Pire encore, ils ont laissé cela salir le nom de tous. Ils n'ont pas d'autre choix que d'exiler le garçon. Même Aifrid et sa famille ne s'en sortiront pas indemnes. Le protagoniste demande pourquoi. C'est lui qui a tout fait, son père n'y était pour rien. Mais Aifrid reste silencieux. Il arrête de parler. Et le vieil homme à l'arrière dit qu'en effet, il n'a pas été élevé correctement. Un enfant se mêlant à la conversation des adultes. Il ne comprend pas le nom que porte cette famille, les disputes et les trahisons le long du chemin vers le sommet. Même dans cette pièce en ce moment même. Beaucoup d'entre eux ne veulent cependant que la paix. Il a besoin d'une garantie qu'aucun d'entre eux ne nuira à cette famille. Puis il dit à Aifrid de se souvenir de son échec. Il a traîné le nom de la famille dans la boue et a été puni lorsque Roderick lui a coupé le bras dans cette même pièce. Bon sang, cette fois, ils sont de retour à ce jour. Mais maintenant, c'est à lui de couper la gorge du garçon. S'il le fait, cette affaire sera oubliée. Mais bien sûr, Aifrid refuse et dit qu'il préférerait perdre sa propre vie que d'abattre son propre fils. Zénis demande s'il est sûr, parce que si c'est comme ça, alors aujourd'hui il meurt. Bon sang, il va mourir. Sa femme, ses filles, tout le monde. Toute la maison du vicomte sera démantelée. Tout le monde dans la pièce s'écarte. Ils sont entourés d'épées jusqu'à ce que le protagoniste demande de quoi le grand ancien a si peur. C'était pathétique de voir un homme adulte comme lui agir ainsi en tremblant. Peur d'être mordu par son propre chien, il pourrait l'exiler ou faire ce qu'il voulait. Mais s'il voulait poser la main sur sa famille, il essaie de former une aura, n'est-ce pas? Et regarde, à ce stade, c'est toi qui finis par mourir. En même temps, il jette sa chemise en l'air pour que tout le monde puisse voir son tatouage, disant que s'il tue sa famille, une personne aux 7 ailes deviendra leur ennemi. Oui, ils peuvent juste tuer, n'est-ce pas? Alors tu n'es plus un ennemi. Ils ont aussi cette option, mon ami. Notre vidéo se termine ici. Si vous avez aimé, laissez votre like. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.